La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, ce texte est au départ un texte d'adaptation du droit européen. Il vise à transposer plusieurs directives sur la reconnaissance mutuelle entre les pays européens concernant des mesures de justice. La première directive porte sur l'échange d'informations entre pays européens pour savoir quel est le pays responsable. La deuxième vise à permettre d'exécuter une alternative à la détention provisoire dans un autre pays. La troisième a pour objectif de permettre l'exécution d'une alternative à la prison dans un pays tiers. Ces directives permettront à un Français d'être sous bracelet électronique sur notre territoire alors qu'il a été condamné dans un autre pays. Au Sénat, en commission des lois, ont également été introduites diverses dispositions pour corriger des erreurs dans notre droit. Ainsi, l'article 5 bis modifie les règles de garde à vue pour l'escroquerie en bande organisée et le travail dissimulé suite à une censure du Conseil constitutionnel. Seront aussi améliorées la gestion des scellés, les délais d'examen des appels et pourvoi en cassation, et le fait que la Chambre de l'instruction devra mentionner les éléments à charge et à décharge lors de la mise en accusation. La correction de ces erreurs, s'il est indispensable, doit nous interroger sur la rapidité à laquelle nous légiférons. Il semble illusoire de faire la loi à la fois vite et bien, accumuler des normes tout en voulant que le droit soit plus simple. Nous nous félicitons de l'article 4 bis ajouté au Sénat, qui est lui aussi une transposition d'une directive européenne et permettra une meilleure reconnaissance de la protection des victimes. L'article 4 ter transpose une directive sur le droit des victimes. Il faut aussi saluer cette transposition, même si le nouveau droit accordé sont limités, la France étant souvent en avance sur la majorité des pays européens dans ce domaine. Ce n'est pas toujours le cas, mais il semble que nous rattrapions certains retards, n'est-ce pas, Monsieur le Président de la Commission des lois, puisque, on ne sait jamais, on pourrait même se mettre au standard européen en ce qui concerne les langues régionales. Donc cet aparté que, évidemment, vous me pardonnerez. Je dirais qu'il faut ici se féliciter de l'action du gouvernement qui, depuis 2012, a une action volontariste en faveur des victimes. En témoigne par exemple la centaine de bureaux d'aide ouverts aux victimes. En témoigne également l'augmentation régulière du budget de l'aide aux victimes depuis 3 ans, alors qu'il avait souffert une baisse de 7,2% entre 2009 et 2012. La réforme pénale de 2014 a également permis une reconnaissance de la justice restaurative qui permet une meilleure satisfaction des victimes. Notre commission a adopté une suramende pour garantir le financement de ces associations d'aide aux victimes. Dans la continuité de ces articles, je présenterai des amendements pour étendre ce droit des victimes. Les amendements 23 et 24 visent ainsi à permettre la domiciliation d'une personne déposant plainte chez son avocat, un tiers ou une association. On sait que certaines personnes peuvent hésiter à déposer plainte pour ne pas révéler leur adresse à la personne mise en cause. Des dispositifs existaient mais ne couvraient pas toutes les situations. Nous répondons ainsi à cette revendication légitime. Nous regrettons toutefois que l'amendement qui permettait à une victime de saisir le Fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions, si le condamné était introuvable, ait été déclaré irrecevable par le président de la Commission des finances. D'autres dispositions visant à favoriser l'aménagement des peines dans la suite de la réforme pénale, nous ne pouvons que saluer l'action du rapporteur pour lever certains verrous absurdes qui limitent cet aménagement. Ainsi, l'article 5 ter améliore la contrainte pénale sur un détail procédural. Nous aurons 2 autres amendements qui, pour favoriser le prononcé de cette nouvelle peine, y apportent des corrections. L'article 28 vise à ce que la contrainte pénale soit exécutoire seulement dans sa notification, afin d'éviter qu'elle ne s'exécute quand le condamné n'est pas informé et ne peut se soumettre aux obligations. Nous souhaiterions également que la durée d'exécution de la contrainte pénale soit suspendue pendant le temps où le condamné est incarcéré, car c'est le cas pour la peine de travail d'intérêt général ou les sursis avec les mises à l'épreuve. Sur la question des aménagements, nous aimerions que soit levée l'interdiction de prononcer, selon les cas, un second ou un troisième sursis de mise à l'épreuve. Il s'agit de garantir le rôle du juge de l'individualisation des peines en supprimant cet automatisme. Enfin, j'évoquerai la question de l'amendement du rapporteur qui, en fin de texte, vient corriger les lois de financement public des partis politiques. Dans les lois sur la transparence ont été réécrites plusieurs dispositions sur les dons aux partis politiques. Plafonnement des dons par individu, publicité des rattachements,
interdiction des rattachements de complaisance, interdiction d'utilisation de l'IRFM pour financer des campagnes électorales, publicité de réserves parlementaires, ces lois ont été une vraie avancée pour le contrôle et la transparence des financements des partis. Toutefois, suite à une mauvaise réécriture de l'article 11.5 de la loi de 1988, le financement illégal des partis n'est plus pénalisé. J'ai déjà évoqué tout à l'heure les conditions d'écriture de la loi qui rendent certaines erreurs inévitables. Mais cette erreur regrettable a permis au Front national d'échapper à une mise en examen pour ce motif, malgré des moyens de financement qui révèlent plus de l'escroquerie en bande organisée que du financement de la vie démocratique. Ainsi, Jeanne, le micro-parti de Marine Le Pen, est-il plus riche que le Front national ? Ainsi, ce micro-parti a imposé aux candidats FN Bleu Marine d'emprunter de l'argent à des taux prohibitifs tout en leur fournissant des prestations parfois fantaisistes via une société amie, Riwal. Ainsi, aux dernières municipales de Lille, le candidat FN a ainsi acheté 2 sites internet, l'un à un prestataire du Nord pour 8 520 € et l'autre à Jeanne pour 9 000 €, dont personne n'a trouvé la trace malgré les sommes conséquentes. J'espère que la justice pourra répondre à ce mystère. Cette affaire, tout comme l'affaire Pygmalion, a révélé des failles importantes dans notre droit qui vont bien au-delà du simple bug législatif que nous devons bien sûr corriger. Le secret professionnel des commissaires aux comptes doit pouvoir être relevé par rapport à cette Commission nationale des comptes de campagne et du financement des partis. Ces commissaires devraient être soumis à une rotation obligatoire au bout d'un certain nombre d'années. La transparence pourrait également être renforcée. Les instances dirigeantes des partis, les flux financiers entre partis ou listes des principaux prestataires devraient ainsi être publiés dans un rapport annuel. La répartition du financement public des partis et les règles des dépenses électorales devraient enfin être revues. J'espère que nous aurons prochainement à légiférer sur ce sujet. Dans l'attente, je présenterai un amendement pour que la Commission nationale des comptes de campagne et financement des partis politiques puisse procéder à des contrôles sur place, comme peuvent le faire d'autres autorités administratives indépendantes. Enfin, le gouvernement nous proposera des amendements visant à protéger les enfants des prédateurs sexuels en améliorant la transmission des informations de manière à ce que ces prédateurs ne puissent plus nuire. Les récentes affaires, que vous avez fort bien décrites, Madame la Ministre, nous obligent effectivement à agir. L'éducation nationale est certes en première ligne, mais il me semble primordial d'étendre ces mesures aux associations et institutions où des adultes sont en charge des enfants. Récemment, dans ma circonscription, un président d'association a été condamné pour défaut d'information. Un des animateurs bénévoles était en fait un pédophile et le président en question n'a pas eu les moyens de pouvoir le vérifier. Le juge a estimé qu'il devait les avoir puisqu'il l'a condamné. Et donc, il me semble que nous devons initier certaines procédures qui visent bien sûr à protéger les enfants d'une part, mais à protéger aussi les présidents d'associations face parfois à des allégations qu'ils ne peuvent effectivement pas vérifier. Donc, comment le faire ? Ça, il faudra effectivement trouver le moyen. Pour l'instant, je ne l'ai pas, mais je constate que nous avons en quelque sorte un gros trou dans la raquette qui fait que nous multiplions quelque part à la fois la détresse des familles d'une part et la détresse aussi des dirigeants d'associations qui, quelquefois, ont l'impression d'avoir de lourdes charges sur leurs épaules. Donc nous avons, me semble-t-il, dans la même idée et la même veine de ce que nous faisons pour l'éducation nationale, à étendre de façon à ce que ces personnels soient écartés des fonctions ou des animations qu'ils peuvent avoir dans les associations. Donc, parce que l'ensemble de ces dispositions de ce texte permettent d'améliorer le fonctionnement de la justice et de rendre service à nos concitoyens, nous le soutiendrons et nous voterons pour. Merci, monsieur Molac.